Donc merci beaucoup à tous pour ces présentations, toutes éclairantes à leur manière, avec à chaque fois un point de vue très spécifique, mais je les ai trouvées très complémentaires et pour ça je vous remercie. J'aimerais qu'on commence par un rapide tour de table de réaction. On va commencer par le professeur Wolbers qui a pu vous écouter, monsieur l'inspecteur général, mon commandant, et qui va pouvoir effectivement avoir sans doute quelques réactions, et ensuite on se partagera la parole pour échanger un petit peu autour des questions qui auront été soulevées. À vous, professeur. Yeah, now it's on. Thank you very much. Yeah, it was really interesting to learn more about the French system and about the regions and the command levels. And what I found most interesting, and that's probably also, I think, up for discussion in this round table, is the difference maybe between the principles that we train that you train your officers and all the ideas how the structure should work on paper, and what is the reality in a crisis situation, and how those two might be also different worlds sometimes, and how to deal with that. That's something that I got out of the different presentations, that the difference between the principles that we operate by, how the structure should look, and then how the dynamic of the crisis situation sometimes forces us to move away from that, and how we then, in speaking about resilience, can we bounce back to these structures, or do we need to do something else there? Alors, je vais déjà relancer sur un autre élément. Ce que j'ai trouvé très, très intéressant à travers cette journée, c'est le fait d'avoir aussi des intervenants non français, extérieurs. Ce qui permet aussi d'enrichir notre connaissance, notre culture, et de voir que, globalement, peu ou prou, on est confronté un peu aux mêmes situations, aux mêmes difficultés, et que ce que l'on pourrait, nous, des fois, comme le disait le commandant à l'instant, s'arracher les cheveux parce qu'il y a des spécificités locales. On l'a vu tout à l'heure à travers votre exemple, les interventions ne se font pas toujours comme on les a prévues, et il y a encore des choses à améliorer. Donc, c'est bien et c'est mal. Bien parce que ça permet de voir qu'on est tous à peu près sur les mêmes schémas et qu'il faut qu'on continue à travailler et qu'on a tous à s'enrichir les uns des autres, parce qu'il y a toujours à apprendre des autres. Et mal parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de solution miracle. Et je crois que voilà, ce que je retiens un peu globalement, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Face à une situation de crise, il y a un panel de possibilités liées aux intervenants, et que c'est en utilisant au mieux nos capacités, notre expérience, c'est ce qu'on a vu aussi ce matin, c'est ça qui va nous permettre, si vous voulez, de surmonter une situation non attendue et en tout état de cause, qui va nous permettre d'apporter les éléments de réponse, comme le disait le commandant aussi tout à l'heure, avec dans notre schéma, personnes, biens, environnement, enfin animaux, environnement, et voilà. Voilà, ça c'était pour la première partie. Alors la deuxième partie, pour la réponse plus précisément. Alors, je crois qu'on a à peu près tous, moi je vais parler pour la partie sapeur-pompier, je laisserai le commandant parler pour la partie militaire et marin. On a effectivement nos principes, on a nos codes, nos process opérationnels, mais qui sont normalement partagés par tout le monde aujourd'hui, et c'est une notion importante. Maintenant, par exemple, un principe qui est maintenant, mais qui est récent, dans notre jargon et dans notre mode opératoire, c'est la notion de menant concurrent. C'est-à-dire que cette partie-là, menant concurrent, qui a été très bien exposée, c'était il y a encore, avant les attentats, c'était pas du tout inscrit dans les gènes. Clairement, il y avait de la concurrence forte entre services, chacun essayant, comme c'était très bien expliqué, chacun essayant de tirer la lumière à soi, essayant de tirer les couvertures, parce qu'au-delà des rayonnements hautes, il y a des problématiques financières derrière. C'est-à-dire, je peux, si jamais j'arrive à capter la lumière, me mettre en position pour capter des crédits derrière, parce qu'il y a tout ça derrière. Derrière tout, il y a toujours forcément, à un moment ou à un autre, des éléments financiers. Et cette notion, je dirais, tout malheur, chose est bonne, entre guillemets,
les attentats nous ont permis effectivement de mettre en commun, et aujourd'hui, clairement, enfin là, pour la partie, je parle ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire police, gendarmerie, sécurité civile, il n'y a plus de débat à ce niveau-là. Avant les attentats, c'était très tendu. Aujourd'hui, c'est quelque chose on sait qu'il y a un moment où effectivement la police sera, je dirais, la force menante, et c'est elle qui aura l'oreille du préfet, de l'autorité. Lorsque l'opération sera stabilisée, on l'a vu un peu dans le film, c'est-à-dire qu'il y a un transfert un peu de compétences quelque part, et c'est à ce moment-là les services de secours qui vont prendre la main. De même qu'après, une fois que nous, les secours sont finis, c'est la santé qui prendra la main. Voilà, donc ça, je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment inscrit dans tous nos schémas de formation. Je discutais encore dernièrement avec des cadres de l'école des hautes études de santé en santé publique de Rennes, et on est vraiment aujourd'hui dans ce schéma-là, de ce partage, au moins on a une approche commune. Eh bien, tout d'abord, merci encore une fois pour cette journée très enrichissante. J'ai pu noter que finalement, si on devait travailler tous ensemble demain sur une crise, en fait, je pense que ça maturait. Parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs que nous avons énoncés, aussi bien dans la théorie des organisations, comme quoi on était bien formés, nous aussi, sur les bancs de l'école. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point, parce que je pense, j'ai vu beaucoup de choses communes partagées. Enfin, voilà, j'ai pas perçu, à aucun moment j'ai entendu quelqu'un se lever en disant mais c'est n'importe quoi, vous vous trompez. Voilà. Voilà, ce qui prouve que finalement nous sommes en tout cas sur une route commune, voilà, partagée, au niveau de l'analyse, quand bien même nous avons des silos d'intervention différents. Donc ça, c'est le premier point. Pour répondre à cette question, interrogation, voilà, comme l'a souligné monsieur l'inspecteur général, en fait, il y a avant et après 2015, clairement, dans cette notion de travailler en interservice. Les armées le font depuis très très longtemps à travers l'approche otanienne. Voilà, donc aujourd'hui les armées savent que ce soit les armées françaises entre elles, ce qui n'est pas toujours gagné, mais également les armées otaniennes. En fait, aujourd'hui, elles ont un référentiel de formation commun, elles ont des entraînements communs. Avant de prendre une posture, en gros, avant de prendre un tour de garde au sein de l'OTAN, il faut que tel régiment ait passé telle qualification. Voilà, et donc ça marche plutôt bien. Il y a un référentiel commun. Dans le milieu de la sécurité intérieure, au sens sécurité civile et sécurité publique du terme, en fait, c'est 2015 qui a été la bascule. Et on voit que les acteurs qui étaient autour de la table en 2015, aujourd'hui, savent se parler. Je pense que c'est moins vrai pour les acteurs qui n'étaient pas en front site autour de cette table. Et je pense que la Covid l'a démontré. Voilà. La crise Covid, on a bien vu les difficultés, en tout cas en France, dans le dialogue interministériel vis-à-vis de la population. Et en fait, parce qu'il y avait, à mon sens, deux facteurs. Le premier facteur était un gouvernement qui n'était pas celui qui avait connu 2015, donc avec des cabinets. Vous savez, c'est très difficile d'entraîner nos jeunes énarques et administrateurs civils et autres qui sont en cabinet, parce que leur temps est très compté, donc il est très difficile de les acculturer, de les former à la gestion de crise. Et pourtant, c'est dans leur programme. Voilà, mais c'est très difficile. Et donc, nous avions des cabinets ministériels qui n'étaient pas acculturés, qui n'avaient pas vécu 2015. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, alors qu'il existe un plan gouvernemental pandémie grippale, depuis très très longtemps. Quand j'étais au service du Premier ministre, je partageais mon bureau avec le médecin, que j'ai dû réanimer quand le plan n'a pas été mis en œuvre. Donc, oui, des fois, je peux réanimer aussi. Donc, ce plan n'a pas été mis en œuvre, et donc, la gestion de la crise a été de façon intuitive donnée au ministère de la Santé, ce qui est normal, mais avec un ministère qui n'était pas préparé pour ça et pas entraîné. Voilà. Et donc je pense que nous avons effectivement, dans certaines crises qui ne sont pas des crises de nature sécuritaire, nous avons encore en France une marge de progression certaine à avoir. Ces propos, bien évidemment, n'engagent que moi.
Merci beaucoup. Et avant de passer aux questions du public, je ne peux pas résister du coup à profiter du privilège que j'ai d'avoir le micro. Pour poser simplement une question par rapport à ce que vous avez dit tous les trois. Au final, ce que vous avez l'air de ce que j'entends de ce que vous présentez, c'est qu'on aura beau décider que la collaboration est importante, il faudra toujours plus ou moins un événement d'une certaine nature qui force la coopération, la coordination, et qui au final amène à un transfert des priorités qu'elles soient politiques, culturelles, en termes de culture d'intervention. Est-ce que vous partagez du coup cette phrase-là? Est-ce qu'effectivement ça a fait sens pour vous, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une nuance à apporter? Et libre à celui qui veut. Alors, je garde le gris-gris. En fait, en tant que tous spécialistes ici de la crise, ce qu'on aimerait tous, c'est avoir un modèle de gestion des crises et des risques avec juste une pente douce, croissante, et chaque jour on s'améliore, chaque jour on apprend, voilà, et c'est une pente douce, et on s'améliore collectivement, et c'est sympa. Ah non. En fait, vous savez que la vie, ce n'est pas ça, et en fait, en bon latin, voilà, nous avons plutôt une approche sinusoïdale, où en fait, il y a un événement, on réagit à l'événement. Voilà, je dis en bon latin pour ne pas inclure mes camarades anglo-saxons de force. Hein, voilà. Donc en fait, on a plutôt une approche sinusoïdale où en fait on a un événement, on va réagir à l'événement. Et donc là, je vous parlais du monde d'opportunité. C'est de l'opportunité pour essayer de grandir, on grandit. Et puis on oublie, il y a autre chose qui arrive, il y a une crise économique, il y a une crise sanitaire, et puis les priorités changent, et puis on change de gouvernement, et puis notre objet, en fait, il passe en pente négative jusqu'au moment où il y a un autre événement qui fait surgir. En fait, voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que je crois néanmoins, en étant toujours optimiste, que ok, ça peut être sinusoïdal, mais la pente peut rester globalement positive. Voilà, et je crois en cette positivité. C'est pour ça que je me lève tous les jours. Voilà. Oui, tout à fait. Je partage tout à fait ce qui a été dit. C'est-à-dire que de toute façon, alors, en France, je pense que c'est un peu partout, pareil, une priorité chasse l'autre, quel que soit le type de priorité, que ce soit une crise, que ce soit un événement, et que donc on travaille à chaud, surtout aujourd'hui avec le monde de l'information et autres. Enfin, moi, je l'ai vécu. Je vous prends un exemple tout bête. Nous étions donc en septembre 2019 dans la gestion de Lubrizol, le feu industriel Lubrizol. Hein, ça faisait la une de toutes les chaînes d'information continue. On était, nous, en visioconférence permanente. On avait mis en place un système de visioconférence permanente entre le ministère de l'Intérieur, donc la CIC, le COGIC, la préfecture et l'état-major de zone. Et puis donc on gérait l'événement. Donc pour Lubrizol, je ne sais pas si ça vous parle, c'est donc un feu majeur en tissu urbain, donc dans la région de Rouen, grand port maritime, parce que c'est ouvert sur l'extérieur. Bref, savez-vous qu'est-ce qui a éteint le feu de Lubrizol? Le feu de Lubrizol s'est éteint avec l'annonce de la mort de Chirac. C'est-à-dire que tous les ministres, on avait 3 visites ministérielles qui étaient annoncées. Hein. Le premier, le ministre de l'Intérieur, était sur place. Je crois qu'il était aux alentours de 10h30. Le ministre de l'Intérieur allait rentrer en conférence de presse. Là, un bandeau apparaît sur toutes les chaînes d'information continue. Mort du président Chirac. Lubrizol est passé sous les antennes radar et c'est devenu... tout a été basculé sur... donc, on a été tranquille. Je peux vous assurer qu'on a éteint le feu. On a été vraiment tranquille. Par contre, dès que le président Chirac, m'excusez, a été enterré, donc dès la fin, honnêtement, c'est comme ça qu'on l'a vécu, Lubrizol est ressorti, et cette fois-ci avec les problèmes de pollution, de nuages, les vaches, est-ce qu'on va les traire, le lait, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va le traiter, la Belgique, et c'est ressorti. Donc vous voyez, une crise, une priorité chasse l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu, effectivement, le décès d'un ancien président de la République, on aurait eu Lubrizol, voilà. Et ça, aujourd'hui, on est confronté à ce genre, c'est la crise dans la crise. Hein, et sachant qu'en plus, et pour continuer sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'en plus, vous avez l'aspect médiatique qui prend le pas, parce que nos ministres veulent aussi exister,
et que sur un même événement, ils ne disent pas forcément tous la même chose. Et que là aussi, ça devient très compliqué à gérer. Yeah, so adding on that idea of there's a incident and how does it shape the landscape, right? So I was triggered by your remark where you said there's a time before 2015 and a time after. Historically, when we look at the United States, we had the same thing, right? 9/11 and the period after. But there was an immense focus on security after 9/11, and that actually hampered the preparation on disaster response. It was mainly noted in the aftermath of Hurricane Katrina, right, where there was a lot of criticism on the disaster response being too much security oriented and focused on homeland security instead of natural disasters. Now, that might also be a challenge here that especially now in an era where the effects of climate change are becoming more clear, heat waves in France, drought, might also be a possibility of flash floods. We're just coming out of COVID with a focus on medical systems, on the idea of lockdowns, and very much also the warning that this morning, right, this probably isn't the last pandemic. So what is very interesting, and that's also very much coming forward in reports about predicting the next crisis, people tend to look back to the previous ones and base their ideas on what is necessary for future response on the last crisis that occurred. Actually, as there's the saying, you're as good as your last crisis. But this is actually important to consider, as especially your remark about before and after 2015. Maybe also the shape and the focus of the response on terrorism and the response on COVID might have changed your organizations and the way they started becoming and learning to become more resilient on that. Then the question is, should we do something else or something more to prepare for climate change that is coming up? Or do you think that we can advance in the same direction after the attacks, after COVID? Or is there something else needed now? Je dirais que on a pris 2015, on a pris le 11 septembre, qui sont deux événements qui ont entre guillemets la même origine, ce sont des attentats terroristes. Il a bien fallu que chaque pays et chaque société démocratique s'adapte à cette situation qui nous a explosé à la figure d'une certaine façon, avec toutes les problématiques que l'on a vues et toutes les répercussions qu'il y a pu y avoir. Je pense que le changement climatique, alors, sans rentrer dans le débat et sans être climato-sceptique, on en constate les effets avec une accélération d'un certain nombre de phénomènes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses qu'il faut absolument que l'on intègre, nous, dans nos schémas. En tout cas, au niveau national, on le prend en compte. Et si je prends juste un exemple, et le commandant pourra compléter, si on prend la partie feux de forêt, en l'occurrence, historiquement, les feux de forêt en France, c'est globalement une quinzaine de départements qui sont au pourtour méditerranéen, ce qu'on appelle l'entente. Aujourd'hui, les derniers chiffres de la DG, sur 100 départements en France métropolitaine, c'est 40 départements aujourd'hui concernés par les phénomènes feux de forêt. Donc vous voyez, on est passé de 15 à 40 en l'espace de quelques années, et avec toute la difficulté, puisque les moyens qui étaient nécessaires et qui étaient à l'extrême limite suffisants pour couvrir les incendies lorsqu'ils ne couvraient que l'arc méditerranéen, aujourd'hui on les pattes un peu courtes, excusez-moi une expression, mais c'est ça, pour couvrir l'ensemble du territoire. C'est-à-dire envoyer un Canadair de Marignane, enfin maintenant de Nîmes, pour l'envoyer dans le nord de la France, un Canadair, ça ne vole pas très vite.
Il y a des contraintes. Voilà, donc il y a toute une logique à reprendre, à remettre en place, avec d'ailleurs, et là aussi, avec des incidences financières non négligeables. Hein. Là, la France a mis en place pour cette année un plan qui relativement conséquent, avec des locations de moyens supplémentaires, des choses comme ça. On s'adapte, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on est, comment dire, on bricole. C'est pas encore complètement stabilisé. Les procédures telles qu'elles existent dans le Sud depuis des décennies, les départements du Nord, alors qu'on est tous pompiers, je veux dire qu'on a à peu près tous la même formation au départ, mais les gens du Nord ne sont pas tout à fait formés à ça. Hein, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que le concept, globalement, je dirais, je vais parler pour la sécurité civile, mais le concept en France de sécurité civile, c'est de prendre les moyens du quotidien, de les rassembler pour faire face à des situations exceptionnelles. Ce qui est à peu près partout pareil. Hein. On a quelques moyens type les formismes, les unités de sécurité civile qui sont des moyens dédiés, étatiques, qui peuvent renforcer, qui ne sont pas liés à un territoire, qui sont des renforts nationaux. Le reste, après, ce sont des moyens. C'est-à-dire qu'on avait des gros feux de forêt dans le sud, on prenait des pompiers du nord qu'on envoyait dans le sud. Voilà. Maintenant, vu qu'il y a aussi des feux dans le nord, ça va être compliqué de pouvoir... Donc, il y a d'autres réflexions, et de même que pour les suites aux attentats, il a fallu de même apprendre de nouvelles missions, enfin prendre en compte de nouvelles missions, mettre en place de nouvelles formations avec des groupes d'extraction, avec des choses comme ça, hein, comme on l'a vu tout à l'heure sur les images, ce que vous avez montré, où effectivement il faut en permanence s'adapter pour pouvoir répondre à une situation. C'est-à-dire qu'il y a, avant 2015, équiper les unités de sapeurs-pompiers de gilets pare-balles et de casques balistiques, c'était là aussi de la science-fiction. Aujourd'hui, c'est une réalité. C'est-à-dire que tous nos IS sont obligés d'avoir ce genre de formation avec des personnels formés pour ça. Je passe un peu à la question. En fait, je pense que les changements climatiques et leurs corollaires, notamment de tout ce qui est pandémie, autre chose, en fait, à mon sens, ça va changer le centre de gravité de la nature de la crise. Là, par contre, là, c'est complètement personnel. Hein, on voit bien que nous sommes des hommes de l'urgence, et donc nous intervenons sur un temps donné, et je pense que les événements de cette nature vont augmenter le temps de la crise, parce que quand vous avez un territoire qui devient inhabitable parce qu'il a brûlé, quand vous avez des infrastructures qui ne seront plus viables parce que les terrains seront devenus instables ou autres, on voit bien que finalement, au-delà de la réponse immédiate à l'urgence de faut sauver une personne ou des animaux, en fait, derrière, il y aura un temps beaucoup plus long pour la prise en charge des populations qui auront été touchées. Et je pense que c'est ça qui nous attend dans les années qui viennent, c'est-à-dire que comment faire de la gestion de crise sur une durée qui dépasse celle que nous avons aujourd'hui, celle que nous vivons aujourd'hui. Je pense que c'est, à mon sens, le basculement, il est là, avec potentiellement des acteurs qui ne sont aujourd'hui pas encore des acteurs conscients qui vont devoir gérer ce type de crise. Parce qu'aujourd'hui, la crise, on voit bien, les acteurs qui font de la crise, ils sont là, sur nous. Et pour autant, ceux qui seront demain chargés de la direction de ces crises, en fait, ils n'ont peut-être pas encore conscience que c'est eux qui seront aux commandes. C'est peut-être ça, à mon sens, le changement de paradigme dans les crises environnementales et sanitaires. Mais néanmoins, je garde espoir, toujours mon côté optimiste. Comme le disait l'inspecteur général, aujourd'hui, nous faisons des choses que nous n'imaginions pas. Un point important, c'est notamment qui est, alors aujourd'hui, tout le monde a oublié, mais vous avez aujourd'hui des gens qui vous vaccinent potentiellement et qui ne sont pas médecins. Avant la crise Covid, se faire injecter un produit par quelqu'un qui n'était pas médecin, là vous avez une manifestation de l'ensemble des médecins de France et de Navarre, expression historique encore, vous auriez une manifestation du corps médical qui aurait crié mais c'est n'importe quoi, c'est au scandale, c'est inacceptable. Aujourd'hui, moi j'ai des marins-pompiers que nous avons recruté des marins-pompiers pendant la période Covid, donc des jeunes de 20 ans que nous avons formés, que nous n'avons pas mis sur des camions rouges, parce que tout simplement nos camions rouges sortaient moins,
Et comme ils n'étaient pas expérimentés en intervention, on les a formés, ils ont vacciné des gens. Voilà, c'est des jeunes à 20 ans qui n'imaginaient même pas, en s'engageant dans le monde pompier, dans le monde marin-pompier, vacciner. Bon, maintenant, il faut ramer pour les garder, parce qu'ils s'imaginaient plutôt décaler, faire du camion rouge et sauver du monde que faire de la piqûre à la chaîne. Mais néanmoins, vous voyez, il y a des changements de paradigme. Ça montre que quand même, on peut rouspéter sur les États, sur les sociétés qui ne changent pas. En fait, non. En fait, on change bien. Voilà, on oublie tout le chemin, les petits pas qu'on parcourt à chaque fois, mais je trouve qu'on apprend. Alors oui, on pourrait toujours faire mieux, nous qui sommes les spécialistes du domaine, on dit oui, il manque ça, ça ou ça, mais au final, on apprend. Voilà. Et je suis plutôt conscient conscient et confiant sur le fait que ce sera la même chose pour les crises, comment dirais-je, environnementales. Mais là, je parle de la réponse. Je ne parle pas des choses qu'il faudrait faire pour éviter que l'événement survienne. Autre chose. Sur cette touche de semi-optimisme, du coup, je pense qu'il nous reste du temps pour les questions du public, donc n'hésitez pas. Bonjour et merci pour l'organisation de cette très passionnante journée et pour les intervenants. Je m'appelle François Grunewald, je travaille sur la gestion de crise depuis une trentaine d'années, surtout à l'international, et je viens de démarrer une thèse sur ce sujet-là, donc c'est pour ça que je suis très content d'être ici. J'aurais 3 éléments de question. La première, on l'a vu sur la Roya, où j'ai fait des évaluations très très vite après les inondations. Le fait que finalement les pompiers volontaires des casernes de la Roya étaient des gens du coin qui avaient des réseaux, qui connaissaient les maires, qui connaissaient les populations, etc. Est-ce que cette intégration locale n'est pas un élément clé aussi de la réponse quand elle peut être locale ? Le fait qu'ils connaissent largement les éléments, donc ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est quelque chose peut-être qui n'a pas été dit, mais je pense que c'est important de le dire. Souvent, on voit les humanitaires qui font plein de boulot, ça a été en partie mon travail. On oublie que dans les questions de crise extrême, c'est en général des grandes brutes en uniforme, les crânes rasés, qui font les gestes d'une grande douceur pour les victimes. On oublie ça. Et je pense que c'est très important de se rappeler que dans ces contextes-là, les premiers répondants en uniforme, costauds, avec des lumières, etc., sont capables de cette extrême gentillesse. Et j'aimerais bien peut-être qu'on parle de la formation que ça veut dire là-dessus, parce que ça me semble clé. Et puis le troisième élément, c'est l'interopérabilité, l'intersection entre ce que vous avez dit de la gestion d'urgence extrême et du post-urgence, toujours en crise. Et en fait, dans les actions humanitaires en général, c'est ce qu'on voit. Je reviens tout juste de Turquie. On a eu la période de la recherche d'éblaiement avec les équipes de AFAD, les groupes déployés. Et puis après, il y a eu la prise en compte qui continue d'être maintenant des millions de personnes sous tente, en containers, dans des appartements dans les villes autour, et qui correspond un peu à la deuxième période que vous avez précisée, et sur lequel il y a déjà une expérience internationale très importante. Et comment on pourrait éventuellement travailler sur cet échange, expérience internationale de la prise post-recherche d'éblaiement qui existe, avec ce qui pourrait être en France, qui manque en effet, comme vous l'avez dit. Ouais. Donc la Roya, je vais en parler un peu parce que c'est mon ancien département, donc même si je n'étais plus en poste au moment d'Alex. Mais par contre, je vais l'illustrer avec autre chose, avec une autre expérience opérationnelle. Le fait d'avoir des locaux, c'est sûr que c'est indéniablement un plus. Puisque le fait d'avoir des locaux, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, des gens qui connaissent le milieu dans lequel ils vont intervenir, qui connaissent les spécificités, qui connaissent les particularités, les dangers potentiels également. Et c'est très bien. Par contre, et ça pour l'avoir vécu sur d'autres secteurs, ce sont des gens qui sont eux-mêmes exposés et qui sont des fois les premiers, je dirais, qui font partie des sinistrés potentiellement. Puisque dans les pompiers de la Roya, des gens ont vu leur maison disparaître. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait déjà, et c'est toute la difficulté de nos systèmes avec
lorsqu'on intervient sur notre secteur d'intervention, là où on vit, sur notre bassin de vie, c'est que potentiellement, les pompiers peuvent être eux-mêmes concernés, alors eux-mêmes personnellement, mais au-delà de ça, leur famille. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas mobiliser pleinement des gens si déjà ils s'interrogent, est-ce que ma femme, mes enfants, mes parents, mes voisins ont déjà des difficultés. Donc c'est à la fois un plus, mais ça peut être aussi un élément pénalisant quelque part. Hein. Et je vais vous prendre un exemple tout bête. Il se trouve que j'étais en mission sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy après les cyclones Irma, José, Maria. Hein, donc j'ai passé un certain temps. Si vous voulez, ceux qu'on a évacués d'urgence parce qu'ils étaient traumatisés, c'était ce qu'on appelle les expats, c'est-à-dire les gens métropolitains qui étaient là-bas, qui étaient venus au paradis et qui ont cru mourir, mais y compris d'ailleurs le personnel de la préfecture, et qu'il a fallu rapatrier sanitaire rapidement parce qu'ils étaient incapables de surmonter le problème. Donc il faut tenir compte de cet équilibre et de l'impact que peut avoir un événement, une catastrophe sur l'environnement intime des gens qui auront à apporter leur action et leur appui. Donc voilà, ça je pense que les deux sont indissociables. C'est un plus, ça c'est clair, mais par contre il y a des contraintes qu'il ne faut pas négliger. Donc il faut trouver un équilibre. Oui, évidemment je ne peux aller que dans le sens de monsieur l'inspecteur général. Par nature, en fait, nous intervenons après l'événement traumatique. Nous sommes des gens de l'urgence, et pour autant, à contrario par contre de nos camarades des forces spéciales ou des forces armées qui génèrent le choc traumatique, voilà. Mais c'est eux qui le souhaitent, voilà. Enfin, dans le meilleur des cas, tu peux être aussi en réponse. Mais par contre, s'agissant des forces de sécurité intérieure et des pompiers, en fait, nous arrivons après le choc traumatique. L'événement est survenu. Donc nous, encore une fois, nous sommes des professionnels de l'urgence, mais intervenir sur une crise ne veut pas dire que nous sommes en crise. Nous avons un protocole que nous avons malheureusement déjà pratiqué. Bon, il y a quand même pas mal de temps. Quand il y a un événement qui survient, nous intervenons et il y a un événement, par exemple une fuite de gaz. Vous intervenez pour une fuite de gaz. Et puis finalement, vous arrivez, vous faites évacuer les gens et la fuite de gaz survient et touche votre personnel. En fait, de façon systématique, au-delà du sauvetage, en fait, nous retirons le personnel qui est concerné. Nous le retirons dans son ensemble. On le retire de l'intervention. Voilà. Parce qu'en fait, nous partons du principe que le personnel qui est exposé à cet événement, qui a vu tomber son copain, en fait, il n'aura pas les bonnes réactions. Voilà. Et comme nous sommes, au contrario, quand on est en opération extérieure, vous êtes restreint sur votre capacité de génération de force, donc vous continuez. Voilà. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, on joue à domicile. Donc, en fait, on peut se permettre de retirer ce personnel qui a été exposé au choc traumatique pour le mettre par du personnel qui, lui, n'a pas connu ce choc traumatique. Un petit exemple, dans le premier centre d'incendie de secours auquel je servais, il y avait un major, donc ça veut dire quelqu'un qui a de la bouteille, vraiment, voilà, et qui le fait sentir au quotidien qu'il y a de la bouteille. Et ce major, en fait, juste avant d'arriver à la caserne, il y avait un bâtiment qui était en construction, et vous savez, à l'arrière des grues, vous avez des poids en béton. Vous savez, le poids en béton, en fait, il s'est désolidarisé, il est tombé il était au feu, il était en deuxième position, le poids en béton est tombé sur la voiture devant. Voilà. Donc il a écrasé les passagers devant, le major derrière, avec l'ensemble de ses médailles et de ses 35 ans de bataillon de paix de Marseille, qui avait vu des morts en pagaille. Il a fallu le prendre en charge. C'était une victime. Voilà. Donc on retire. Donc être là, sur les lieux d'intervention, c'est bien parce que vous connaissez l'environnement, mais ça c'est limite. Histoire de ne pas trop amputer sur le mot de clôture, on aurait le temps pour une petite question, et j'insiste bien sur le petite. Donc si jamais oui. Et on clôturera là-dessus. Je vais être très court. La réponse à la crise, c'est des équipes dont l'organisation c'est la meilleure, c'est ça dépend. Est-ce que vous arrivez à prédire les comportements individuels qui vont faire que c'est des personnes adaptées ?
Des personnes qui n'ont jamais été exposées à une crise, la crise survient, telle personne elle va être adaptée, telle personne ne va pas être adaptée. En fait, ça on le voit, en fait il y a tout un chemin. Voilà. Alors, il y a différentes stations. Hein, voilà. Il y a tout un chemin où en tout cas aux marins-pompiers, le premier chemin c'est un chemin de formation militaire où il y a vraiment le guide. Et vous savez, comme dans ces vieux films de guerre avec Clint Eastwood, ouais, j'adore Clint Eastwood. Bon, pas tous ces films. Mais donc, dans ces vieux films de guerre où Clint Eastwood maltraite ces jeunes recrues qui ne comprennent pas le truc. Voilà. Et on croit de façon naïve, quand on ne connaît pas l'institution, que c'est tout simplement mais c'est du pénal, on les martyrise. En fait, pas du tout. En fait, l'objectif de ce type de pratique que nous réalisons et que fait réaliser mon camarade qui commande l'école des fusiliers marins, en fait, c'est de faire rentrer les gens dans un modèle parce qu'en situation de crise, ils n'auront pas forcément toutes les clés de compréhension parce qu'ils de l'action qu'on va leur demander. Et donc, on leur inculque l'obéissance, non pas aveugle, parce qu'en fait, on leur donne aussi certaines limites. En tout cas, on leur inculque cette notion d'obéissance qui va nous permettre d'avoir une réponse globale satisfaisante et homogène. Voilà, ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a la confrontation à l'événement. C'est-à-dire qu'il y a tout un niveau d'habilitation, en tout cas à Marins-Pompiers de Marseille, on ne commence pas par être chef d'équipe, un binôme d'incendie. Voilà. On commence tout doucement, alors bon, la marche est déjà haute, mais à faire du secours à personne sur ambulance. Et il m'est déjà arrivé de voir des jeunes recrues rentrer dans mon bureau de dire voilà, commandant, j'ai fait une première intervention avec beaucoup d'hémoglobine et commandant, c'est pas pour moi. Et ça ne nous pose pas de problème, au contraire. Voilà, on a toujours cette porte ouverte. Donc il y a de la bienveillance de la part de leur chef d'agré et on a des relations très fortes avec le personnel pour savoir jusqu'où ils peuvent aller dans leur progression professionnelle. Voilà, et donc il y a des temps d'arrêt. Mais là, on voit bien qu'on est sur une approche de compagnonnage. Non, malgré le fait que nous ayons des psychologues au sein du bataillon, il n'y a pas de clé qui nous permettrait, en scannant l'individu, de savoir jusqu'où on peut l'amener. C'est vraiment un compagnonnage du personnel. Enfin, il y a une formation et le compagnonnage. Ce sont des éléments complémentaires. Yeah, so maybe to respond also in terms of, I mean, you can't really predict to determine when people are suitable, but there are kind of characteristics we know that help, right? And also in a crisis situation itself, there are certain things that we know are challenging for people. So for instance, if you are observing and receiving information, audio information at the same time, you can't process both things at the same time. You lose one or the other. So there are certain things on focusing. There's also a lot of studies on cognitive load. How much can you, how much information can you receive before you start losing it out? And there are certain limits to the human being, so to say. So it's also that is also very important in our collaboration with the Dutch Fire Academy. We have been moving forward on that aspect really much, where we say, okay, let's not try to improve the crisis manager, let's try to improve the system around him so that you can fall back on somebody. So a policy change that we help to set up there is to make sure that a second commander enters the scene quicker than they used to be able to come in a position where he observes and tries to intervene when information is missed, or and they're really experimenting now in how to
best make use of that capacity, because it's an investment in terms of resources, of course, but it is really necessary. And I think starting from that idea that people have serious limits, especially when put under a lot of pressure, it's better to acknowledge that and to build a system where you can fall back upon, instead of trying to improve and train the people even harder, because they probably will not, they can push the boundaries a bit, but it definitely has limits. Merci infiniment pour ces belles présentations et pour ces belles discussions. Et nous allons pouvoir passer au mot de clôture par Denis Lemaître, co-titulaire de la chaire Résilience et Leadership.